Voilà, c'est le retour de la pause. On va continuer maintenant avec le troisième sujet, toujours avec mes deux invités, Yao Eklonokono et Komi Mayaba. Le sujet sur lequel nous continuons maintenant, c'est la Centrafrique. On va évoquer cette procédure disciplinaire engagée contre l'ambassadeur de France à Bangui. Le ministère français des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, a confirmé l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Bruno Fouché, ambassadeur de France en République centrafricaine. Les faits qui lui sont reprochés, c'est entre janvier 2024 et mars 2026. Le diplomate aurait fait venir une trentaine de jeunes femmes dans ses appartements privés au sein de la résidence officielle à Bangui. Ces va-et-vient incessants ont alerté les gendarmes du GIGN chargé d'assurer la protection de la résidence diplomatique, soulevant de vives inquiétudes quant à la sécurité du site. Le Quai d'Orsay a été alerté et a dépêché une mission d'inspection administrative à Bangui en avril 2026. Et à la suite des conclusions de ce rapport, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a ordonné l'engagement de cette procédure. On a un diplomate certainement qui aime bien la chair fraîche, qui fait venir énormément de femmes dans ses résidences à Bangui. Le problème, c'est qu'ici, vous savez que la Centrafrique, tout comme certains pays de l'AES, est aujourd'hui en partenariat avec la Russie. Oui. Et la France craint que peut-être au rang de ces filles-là, il y aurait quelques espionnes qui pourraient glaner des informations par-ci, par-là. D'abord, est-ce qu'un diplomate devrait agir comme ça? C'est une bassesse, hein, ça, il faut reconnaître, c'est une bassesse. Mais bon, vous savez, derrière cette histoire, il y a une autre histoire qui se dessine. Je suis obligé de le dire comme ça. Vous pensez qu'un diplomate va engager une telle action pour rien du tout? Je ne pense pas. Aujourd'hui, c'est nourri de beaucoup de spéculations, mais en même temps, comme vous le dites, il y a une manipulation quelque part qui a amené à ça à des fins non élucidées. Et pour le faire, je pense qu'aujourd'hui, le procès qui est engagé contre ce diplomate, nous attendons voir la décision qui serait issue. Mais ce qui est important, c'est que pour ces genres d'actes posés, c'est un crime. Hein. Vous savez que c'est un crime. Et en même temps, ça peut rappeler les relations, enfin, ça peut jouer sur les relations entre Bangui et Paris. Aujourd'hui, Paris estime que son diplomate ou le diplomate, son diplomate est en flagration, enfin, en déphasage avec les règles qui l'ont amené là-bas, que s'il doit y avoir un procès, c'est Paris qui subit les pots cassés. Maintenant, derrière ce qui s'est passé comme acte posé, est-ce qu'il n'y a pas une caution quelque part qui pourrait insinuer ou qui pourrait inciter les gens à amener tout ça? Pourquoi est-ce que ces filles ou ces belles dames qui sont arrivées là-bas, pourquoi elles sont là? Le motif est là. Donc, moi, je pense qu'au-delà de tout, à un moment donné, quand vous posez un acte, ce n'est pas seulement parce qu'il est un ambassadeur français et qu'il faut le faire. N'importe quel ambassadeur serait là-bas, que ce soit africain, que ce soit même proche de Bangui, qui pose un acte comme ça, il doit répondre de ses actes. Mais on attend de voir ce qui serait fait de cette justice parce qu'il y a des soupçons, comme vous l'avez relevé, qui estiment qu'il y aurait des fuites d'informations pour changer le fusil d'épaule. Mais moi, ce qui est important, c'est à l'issue de ce procès que nous allons être situés véritablement par rapport aux raisons qui ont motivé l'ambassadeur à poser de telles actes. On est ici en matière diplomatique. Le sens de ma première question, est-ce qu'un ambassadeur devrait faire ça? C'est parce qu'on est dans la représentation. Un ambassadeur représente un État, cet État qui est supposé incarner des valeurs. Quand on regarde le diplomate qui n'incarne pas ce genre de valeurs, ça interroge. Excellence, M. Samuel, est-ce que l'ambassadeur en question a été nommé aussitôt qu'il est sorti fraîchement de ses études qu'il a obtenues, sa qualification qui lui permet d'être diplomate? Est-ce que c'est aussitôt
qu'on l'a nommé, et donc ça supposait que la personne de cet ambassadeur n'est pas connue. On n'a jamais su comment vit-il, quels sont ses désirs, etc. Est-ce qu'il n'y avait pas, hein, on ne connaissait pas la personne, l'individu, avant de le nommer, que c'est maintenant qu'on découvre que c'est quelqu'un qui a des désirs, etc. Ben, moi, au moins, je me réjouis que ce ne sont pas ces femmes-là qui ont porté plainte contre l'ambassadeur, comme quoi il les aurait maltraités, il aurait commis des actes contre elle. Au moins, je me réjouis là-dessus. Parce que je ne vois pas en quoi c'est une infraction qu'un homme ait des désirs, qu'il entretient des relations avec des femmes et à qui il n'a porté aucune violence, aucune violation de leurs droits, de leurs trucs là. Bon, moi, personnellement, je n'en vois pas. Mais tout simplement, ce que moi je retiens, certainement que cet ambassadeur a des détracteurs, oui, des détracteurs qui ils sont quand même très surveillés aussi, oui, s'activent contre lui, hein, des détracteurs qui s'activent contre lui. Et bon, des gens savent quelles sont leurs intentions, quelles sont leurs ambitions, où est-ce qu'ils veulent y aller, il y a forcément un non-dit. Voilà, il y a forcément un non-dit, mais toujours, j'insiste, je le répète, je me réjouis de ce que ce ne sont pas ces femmes qui aient porté plainte contre l'ambassadeur, comme quoi ayant été victime de ceci ou de cela de la part du diplomate. Après tout, nous sommes des hommes, nous sommes des individus, et donc nul n'est ange. Alors donc, du coup, moi, je vois que l'ambassadeur a juste des détracteurs, il y a un non-dit dans cela. Ce qu'a commencé par dire Yao Nokono, comme je le dis, c'est un représentant d'un État porteur d'un certain nombre de valeurs. On a un monsieur qui est d'une moralité. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas accuser, chacun fait sa vie privée comme il veut, mais là on est dans des fonctions diplomatiques. Dans l'enceinte diplomatique, on peut interroger sa moralité. Oui, c'est ça, là, je suis surpris de la façon dont s'il suppose que c'est un homme, parce que c'est vrai un homme. C'est un homme. Non, c'est pas parce que tu es un homme qu'il n'y a pas de limite à des niveaux donnés, parce que ce n'est pas un homme comme toi. De toutes les façons, c'est que Samuel a dit, c'est vrai, un homme, on le voit, mais son statut n'est pas comme toi. On dit une représentation d'une nation, parce qu'il y a des valeurs qu'il incarne et qu'il n'a pas le droit d'enfreindre. Je suis d'accord que chacun a des orientations sexuelles, a des désirs sexuels et tout, mais à un niveau donné, il faut faire limite. C'est pourquoi il fait la différence entre toi, entre lui et toi. Il y a la différence entre lui et toi. Toi, tu peux sortir, faire ce que tu veux, et puis chez toi. Ici, on parle d'une représentation nationale. Si des présidences devaient parler... Non, oui, encore que si vous observez une certaine discrétion, vous pouvez, oui, effectivement. Ici, ça peut se faire pas à visage découvert. Ici, c'est fait à visage découvert, c'est connu de tout le monde. Jusqu'à ce que ça n'arrive là, ça pose un problème. C'est une question de moralité. Et c'est pourquoi quand vous avez demandé pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui on l'a nommé, est-ce qu'on ne savait pas, on ne peut pas connaître l'homme. L'homme, c'est vrai, vous ne pouvez pas imaginer qu'il serait de cette nature. C'est vrai qu'en nommant quelqu'un, vous connaissez ses qualités. Certes, on ne demande pas ses qualités. Maintenant, l'acte qu'il a posé n'a rien à voir avec ses qualités professionnelles. Maintenant, c'est une question de morale, de moralité plutôt. Et donc, quand il va au-delà de ce qui doit être respecté, je crois qu'il est important qu'on l'interpelle, qu'on lui demande, parce qu'il a saboté. Et puis, c'est une bassesse, non seulement une bassesse aussi, ça rentre dans le cadre de ce que nous appelons... c'est des actes obscènes, ça ne s'évalue pas. Et moi, c'est vrai qu'il est homme, mais il doit avoir des limites. Moi, je pense qu'il faut que cette enquête-là, ou ce procès-là, aille jusqu'au bout, pour décourager ces actes. C'est la honte pour le pays qui l'a envoyé, la France en l'occurrence. Donc, moi, si c'est comme ça, c'est une honte. Et puis, c'est vrai qu'on peut instrumentaliser les femmes, on peut le faire, mais il aurait pu prendre la hauteur. En prenant de la hauteur, c'est de mettre la limite entre ce que je dois faire, il ne doit pas dérouter entre ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, mettre une différence. Et puis après, on dira qu'aujourd'hui, c'est lui qui porte les pots. Même ceux qui sont derrière personne, nous sommes en train de supposer qu'il y aurait des détracteurs, mais l'acte,
c'est lui qui supporte l'acte. Je rappelle quand même que c'est le GIGN, le service français chargé de la sécurité des résidences diplomatiques, qui a été alerté par les gendarmes. Le GIGN a été alerté et donc ces mouvements ont inquiété parce que, vous savez, une franchise diplomatique, il y a une sécurité qui l'entoure. Pour faire venir des gens aussi fréquemment, pour rentrer, il y a des barrières sécuritaires, des consignes sécuritaires à respecter. Des Donc, explications à donner il aussi. semble avoir mis en danger aussi la franchise diplomatique. Excellence, M. Samuel. Non, vos mots sont tellement forts que moi, je ne veux pas les sentir à leur place. Parce que, vous savez, ces personnes, ces femmes, oui, tel que vous l'avez dit, il y a des dispositions, des dispositifs sécuritaires, etc. Hein, ces personnes ne peuvent pas juste se lever et puis avoir accès directement. Non, il faut observer et faire le contrôle, le check-in, tout. Bon, maintenant, moi, mes attentes sont telles que si seulement, dans les enquêtes, si on arrivait à interroger ces femmes et que toutes ces femmes pouvaient, dans leur déclaration, dire que non, l'ambassadeur était juste qu'un ami et donc ils se rencontraient juste pour causer, que rien d'autre ne s'y passait et qu'il n'y avait pas des actes obscènes comme les sinus. Excellence, M. Mayaba. Et si ces femmes pouvaient réagir ainsi, je serais vraiment fier d'elles. Elles ne pourront pas réagir. Fier d'elles. Oui, donc, quand on parle d'enquête, ça veut dire que les concernés, on sera obligé de remonter à ces concernés, à ces femmes. Non, donc, laisse l'enquête, on va laisser l'enquête aboutir. Pour le moment, ce n'est qu'un procès qui est lancé. Si ces femmes pouvaient affirmer que non, l'ambassadeur, c'est juste un ami, ils se rencontrent, ils prennent juste un pot. Ça ne suffit pas. Mais en réalité, moi, je serais vraiment fier de ces femmes-là. Est-ce que ce sont ces tendances sexuelles qu'on interroge ou juste le fait qu'il y ait autant de mouvements suspects au sein de l'ambassade? Ben, écoutez, c'est l'excellence Komi Mayaba qui parle, qui évoque l'aspect sexuel. Et non, pas moi seul. Oui, donc, comme vous avez dit, pour le moment, c'est des femmes. Obscène, c'est vous qui insinuez. Oui, parce que alors, donc, c'est pourquoi le mouvement concerne que des femmes. Alors, donc, en fait, c'est l'orientation que nous donnons. Une trentaine. Voyez déjà, pourquoi pas les hommes? Donc, c'est pourquoi... Ça pouvait être... C'est quelqu'un qui se sent à l'aise au milieu des femmes. Oui, alors, donc c'est pourquoi je dis que moi, mes attentes, mon souhait est que ces femmes attestent, affirment que non, il n'y a jamais eu d'attouchement, aucune question sexuelle entre eux. Bon, donc, simple déclaration ne suffit pas pour conclure une décision de justice. Hein? Ben écoutez, dans la mesure où je l'avais dit, j'insiste, dans la mesure où aucune de ces femmes n'a porté plainte contre l'ambassadeur, comme quoi aucune n'a porté plainte, alors donc... Non, elle ne peut pas. Moi, je pense qu'elle ne peut pas porter plainte dans la mesure où si elles sont concernées par rapport à la diligence faite autour de l'ambassade, elle ne peut pas porter ça, parce qu'elles sont complices. Dans le contexte actuel, ce qui inquiète en tout cas l'État français, c'est que la présence importante d'acteurs russes, vous savez que les forces russes, notamment Wagner, l'Africa Corps, ex-Wagner, ces forces sont présentes sur le territoire centrafricain. Ouais. Et vous le rappeliez dans la première partie d'émission, dès qu'un pays change d'allié, Paris devient tout rouge. Et donc, c'est tout ce contexte-là qui fait dire au service de sécurité français que, bon, si on fait venir autant de femmes, est-ce que Wagner n'a pas peut-être infiltré ces femmes-là pour extirper quelques renseignements? Bon, ça c'est trop fort de l'imaginer. C'est trop fort de pouvoir l'imaginer. Maintenant, c'est dans le tréfonds de l'enquête que peut-être ces révélations peuvent arriver. Pour le moment, nous sommes à une étape de procès. C'est vrai, il faut aller au-delà des faits que nous avons constatés pour dire qu'est-ce qui peut motiver la fréquence massive de ces femmes, l'entrée, les va-et-vient de ces femmes. Beaucoup de questions se posent. Aujourd'hui, Paris et comment vous appelez choses... Bangui. Non, Paris et je parle de la Russie. Là. La Russie, Kremlin. Le Kremlin sont en froid. C'est-à-dire que par rapport à la position de l'Afrique, ces deux puissances-là ne s'entendent pas. Où Paris est, et Kremlin refuse d'aller, ou si Kremlin est là-bas, Paris refuse d'aller. Donc ça crée
un climat malsain et qui a un impact sur les États africains. Donc aujourd'hui, c'est difficile, puisque même au Togo, on ne sait pas quelle est la position du président du Conseil actuellement, parce que parfois, il est... Bon, nous, on maintient les relations, on est équidistance. Justement, donc, on a relation avec la ceux France, qui avec ne la Russie, comprennent avec pas la Turquie, diront donc tout. que, bon, on ne peut pas être ami avec la France et en même temps être... Puisque l'ennemi de mon ennemi reste quoi? À vous de déterminer. Donc, je pense que dans ce climat-là, ce serait difficile, parce que d'aucuns diront que quand je suis avec Paris, Kremlin ne peut pas m'approcher. Si je suis avec Kremlin, Paris ne peut pas m'approcher. Pourquoi cette orientation de dire que, comme les Wagner, les présences des forces russes sont à Bangui, ça pourrait être considéré comme c'était une infiltration pour avoir des renseignements par rapport à ça. Donc, moi, je pense que c'est cette conception de la chose qu'il faut commencer. C'est ce point-là qui les alerte quand même. Oui. On dit autant de femmes qui viennent. Et si Moscou tente d'infiltrer ces femmes pour avoir... Vous savez, un homme amoureux est un homme bavard parfois. Oui, je suis d'accord. Puisque pour le moment, on pourrait utiliser ces femmes pour avoir des renseignements. Et ça se fait dans le milieu diplomatique. Oui, ça se fait. Renseignements avec les femmes, elles vous tirent le poil du nez, vous leur racontez quelques petits détails là qui sont très importants. Attends, plus proche de nous, quand vous voyez même les grands stars du football aujourd'hui, même les grands politiques aussi sont instrumentalisés par les femmes parce qu'on utilise les femmes pour les avoir plus facilement. Ça, même Cyril peut en témoigner parce que bon. Donc je pense que dans ce contexte-là, c'est un peu difficile d'établir ce fait-là pour dire que c'est les femmes ont le zéro utilisé, mais on va laisser l'enquête sur son cours et s'il doit avoir une conclusion, une décision de justice, c'est à la suite d'une enquête par rapport aux faits qui ont été posés qu'on va trancher par rapport à ça. Mais il est important qu'à un moment donné, quand on te dit tu es diplomate, enfin, quand tu es ambassadeur, tu es le représentant d'un pays à un autre pays, il faut prendre des écarts, il faut prendre le recul par rapport à certains actes que vous posez, parce que c'est vrai que l'homme reste l'homme. C'est là qui fait la différence entre un ambassadeur peut-être et un certain comme Mayaba qui est sur le plateau. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le journal Le Canard enchaîné qui avait révélé l'affaire et qui a conduit donc à l'ouverture de cette procédure disciplinaire. Oui, Excellence. Néanmoins, moi, ce que je voudrais saluer, c'est ce caractère impartial républicain du service de renseignement, c'est-à-dire le service de sécurité, parce que ce n'est pas parce que c'est l'ambassadeur, c'est le chef, alors donc... quoi qu'il en soit, quoi que fasse le chef, on est soumis, on est à la solde, etc. C'est ce que je veux quand même faire observer, toucher, relever. Cette conscience-là de ce que c'est le pays, c'est l'image du pays, et c'est la République, et donc la République est plus importante que la personne d'un individu, fut-il chef, fut-il ambassadeur ou président ou ceci, n'est pas plus important. Donc moi, c'est cet aspect-là qui attire vraiment mon attention et que je salue quand même néanmoins. Ce n'est pas parce que c'est lui le chef et donc du coup on est à la solde, non. Ça veut dire que la conscience patriotique républicaine et hier, en ces occidentaux-là, ils ne se mélangent pas, ils ne font pas d'amalgame, non, au contraire, ils mettent de la nuance, ils scindent entre les prérogatives, entre les responsabilités, etc. Et ça, c'est ce que je tenais vraiment à saluer vivement. Bon, maintenant, si c'est de l'inquiétude, si tout ça ne relève que de l'inquiétude et qu'on mène des enquêtes et on découvre qu'en réalité, cette vie privée de l'ambassadeur ne porte aucun impact négatif sur l'image du pays, sur les rapports diplomatiques où on n'a pas d'effet d'impact nuisible. Alors, bon, et que c'est juste la personne, ses désirs,
sa vie privée, etc., que cela n'entraîne pas des conséquences, comme vous l'évoquez, que peut-être que c'est des puissances étrangères qui auraient infiltré, etc., pour recueillir des informations. Tout ça, ce sont des suppositions. C'est ce qu'eux, ils supposent quand même. Oui, ce sont des suppositions. Maintenant, quand on va fouiller, on verra que non, en réalité, ça n'a rien à voir. Et que bien que l'ambassadeur aime la compagnie des femmes, mais il reste toujours lucide, il reste toujours fidèle. Bien sûr, absolument, absolument. Il reste toujours fidèle et il ne met pas d'amalgame. Et quand il y a une femme qui veut, etc., non, donc quand on découvre... D'accord. Oui. En tout cas, il faut reconnaître que les ambassadeurs sont quand même protégés par l'immunité diplomatique. Ce qu'ils risquent, ça part d'un blâme ou d'un avertissement jusqu'à la mise à la retraite d'office ou la radiation définitive de la fonction publique si les faits sont d'une gravité donnée. Et il sera mis à la disposition de la justice. Ça, c'est bien évidemment. Parce que, vous savez, moi, je ne suis pas contre que tu sois un homme, que tu poses un acte. Moi, ici, ce qu'on reproche, ce n'est pas la personne de l'ambassadeur. C'est une institution. Vous voyez, quand vous posez en tant que responsable, parce que c'est qu'on prend la présidence. Quand on parle de la présidence, ce n'est pas la personne du président de la République qui est importante. C'est l'institution que tu incarnes, les valeurs républicaines, les valeurs de l'institution que tu protèges. Aujourd'hui, s'il s'avérait que, pour le moment, il n'est qu'un présumé coupable, il est présent, il bénéficie d'une présomption d'innocence, parce qu'il n'a pas été encore jugé, c'est des suppositions, c'est des présomptions, on est en train de pouvoir profiler à son encontre. Dès que la justice établit les faits et qu'il a été jugé, condamné, sans souvent que... Puisque aujourd'hui, comme l'affaire est pendante devant les juridictions, devant la justice, nous ne pouvons que faire une analyse pas plus profonde. Nous pouvons présenter le fait comme on l'a vu, comme tout Bangui, enfin, comment on les appelle, les gens centrafricains l'ont constaté. Mais quand vous allez rentrer dans le tréfonds, toutes les allégations liées au fait, peut-être que les femmes-là seront des espionnes, c'est-à-dire qu'elles seront là en train de filtrer des informations pour donner à qui. Ce ne sont que peut-être des suppositions, comme on l'a relevé, mais il faut que les faits soient établis pour qu'on soit situé véritablement sur le sort qui est réservé à cet ambassadeur. Et enfin, pour finir, je pense que quand dans un pays africain, quand on dit on juge quelqu'un qui est censé donner leçon à ces pays-là, comme ça, c'est quel exemple? Puisque vous savez déjà ce dont je suis en train de vouloir parler. Donc ça crée déjà que un Français qui pose un acte comme ça, on se dit Français supérieur africain, qui vient poser qu'est-ce que nous allons faire demain avec si. Bon, voilà quoi. Donc c'est un peu difficile, mais c'est fait ça quoi. Il ne faut pas faire d'amalgame. Non, c'est pas une question. On va passer au dernier sujet, si vous le permettez. On revient à l'actualité togolaise et on va évoquer la rentrée parlementaire. L'actualité parlementaire au Togo donc marque l'ouverture de la deuxième session extraordinaire de l'année 2026, présidée par le professeur Komi Selom Klassou. Cette session s'est donc ouverte après plusieurs mois de vacances parlementaires. Et vous le savez, le Togo, depuis plus d'un an maintenant, est entré de plein pied dans un système bicaméral. Ouais. On a désormais une chambre haute, le Sénat, et puis une chambre basse, l'Assemblée, qui est là. Donc son rôle est de voter les lois, de contrôler l'action du gouvernement, et le Sénat est un peu plus comme une représentation des collectivités territoriales qui a également son mot à dire dans les lois. Moi, je voudrais, avant même qu'on revienne sur cette rentrée, peut-être un peu le calendrier qu'ils ont, parler de ce système, d'abord parler même de notre Parlement aujourd'hui. On a l'impression que depuis l'installation de ce Parlement-là, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Il n'y a plus de communication, les députés sont dans un silence assourdissant, alors qu'avant, ça vibrait un peu plus, il y avait un peu plus de punch. Excellence, M. Samuel. Vous savez, quand nous parlons du Parlement, c'est une institution de la République. Alors, permettez-moi, avant de répondre à votre question, de saluer ici des structures comme
la DSR, la brigade motorisée, ces structures qu'il n'y a pas un seul jour que les Togolais ne posent pas leur regard sur eux, ne voient pas, ne constatent pas leur présence sous le soleil, dans la nuit, sous la pluie, en tout temps. Je voudrais saluer la DSR et la brigade motorisée, qui également sont encore obligés d'être présents, tout simplement parce que ces collectivités locales, donc, qui sont représentées par le Sénat dont tu parles, qui ne remplissent pas leurs devoirs, leurs responsabilités, et ça devient encombrant pour ces services de la DSR d'assumer. Je vais faire allusion un peu à ces feux tricolores qui manquent de fonctionnement dans beaucoup de carrefours où ces structures sont obligées d'être présentes le matin bonne heure, sous le soleil, dans la nuit, pour s'assurer de la bonne circulation des personnes, etc. Bon, maintenant, pour venir au Parlement, Excellence M. Samuel, est-ce que le Parlement fonctionne juste pour le gouvernement? Est-ce que le Parlement est juste là pour le gouvernement? Parce que, M. Samuel, ou encore, est-ce que le Parlement a de sens, a de visibilité juste pour une frange de la population? Surtout, non seulement à part le gouvernement, mais également le quatrième pouvoir. Parce qu'une grande majorité du peuple des Togolais n'ont même pas connaissance de certaines lois qui sont votées, de leur impact, de leur existence. Beaucoup de Togolais n'en savent rien. Bon, maintenant, parce qu'il faut aussi savoir, l'administration, ces institutions, ce sont des copies. Ce sont des copies que nous avons des Occidentaux. Ah, que tu n'aimes plus au TM aujourd'hui alors. Ce sont des copies. Dans la même manière, c'est comme j'entends beaucoup déjà dire, critiquer la démocratie, qu'on nous a imposé la démocratie, mais je n'ai jamais entendu les gens dire qu'on nous a imposé l'administration, qu'on nous a imposé les institutions. C'est tout imposé. Voilà. Imposé. Mais allègrement, ils jouissent de l'administration qui fonctionne toujours grâce à ceux qu'ils critiquent, nos institutions qu'on copie d'eux. Mais ce que nous copions même, nous manquons de les appliquer avec efficacité pour du bon résultat. Quand nous copions quelque chose de quelqu'un et que nous l'appliquons bien, nous pouvons voir que les conditions dans lesquelles nous les appliquons nous élèvent à un taux de manière à ce que ceux même de qui nous copions, ils soient étonnés. Pour voir, mais attendez, mais ceux-là, c'est de nous qui copient. Mais ils appliquent tellement bien au point même qu'ils développent d'imagination pour tisser une nouvelle corde sur l'ancienne. Mais ça nous échappe toujours, nous les Africains. Nous n'avons pas toujours cette capacité de tisser une nouvelle corde sur l'ancienne. Même l'ancienne corde là, elle est usée, nous ne savons même pas l'entretenir, la maintenir, etc. Alors donc, comme pour dire que, mais vous pensez que quand on prend l'Occident, la majorité du peuple ne connaît pas le fonctionnement réel, les actions que posent ces institutions-là, ces structures. D'accord. Bon, et les populations ne sont là que juste pour savoir que le temps est venu, il faut voter pour moi pour que je devienne député. Il faut voter pour moi pour que je devienne ceci. Alors, si vous me permettez, c'est là pour finir, je vais donner un exemple, et un exemple précis. Souvenez-vous, avec la modification de la récente Constitution, il a fallu que le chef de l'État demande une relecture. Et c'est avec ça, après qu'on a vu des gens aller vers les populations pour leur dire que, bon, on va modifier la Constitution, etc. C'est-à-dire que nous agissons toujours de façon rocambolesque. Et jusqu'à quand? Prenons nos responsabilités pour changer de méthode et agir en faveur de nos pays et du peuple et de la nation. Alors, il y a un point quand même que Yao Nkono a touché qui est important. Est-ce que le Parlement n'est là que pour le gouvernement? Parce que certains ont l'impression qu'avec le Parlement qui est là, on revient à la notion de simple chambre d'enregistrement. La faute à qui?
Ah, mais c'est ça, la faute à qui? À nous-mêmes. Non, pas à nous-mêmes, à la classe politique de l'opposition. Ça, il ne faut pas avoir honte de le dire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, elle a fait beaucoup de choses. Et qui, aujourd'hui, le peuple subit. Je vais vous expliquer ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait est simple. Quand on vous dit, il y a une loi, il y a une modification, bon, pas une modification, il y a une loi qui est votée où on change une constitution. Et qu'il y a ce que nous appelons la politique de la chaise vide, puisque elle-même, elle a reconnu. Rappelez-vous, en 2000... je crois que c'est en 2000, la nouvelle constitution, je crois que c'est le 6 mai 2024. 2024. Voilà. Qui est entré en Qui vigueur est en entré. 2025. Voilà. Donc, je pense que quand vous êtes en train de faire une politique et que vous êtes en train de côtoyer celui qui est au pouvoir, il y a de l'eau qu'on met dans le vin. La politique de la chaise vide a des conséquences néfastes sur l'ensemble, puisque l'opposition aujourd'hui, c'est une opposition. Pourquoi vous dites que c'est une monotonie? Les gens ne sentent pas que c'est, on sent que c'est l'action du gouvernement. Oui, parce que ceux qui sont au Parlement sont issus, la plupart, c'est combien de députés de l'opposition nous avons à l'Assemblée? Ça veut dire qu'ils sont à la solde du gouvernement. S'il y avait une minorité de blocage, comme on le dit souvent, aujourd'hui, on aurait constaté une dynamique. Rappelez-vous de cette assemblée sortante qui est partie avant celle-ci. Il y avait une dynamique qui était créée parce que, bon, il y avait un débat qui était là, il y avait des gens qui s'ajoutaient. Aujourd'hui, vous dites non, je ne vais pas participer parce que les conditions ne sont pas réunies. Mais attends, celui qui est en face n'attend pas. La République fonctionne. Je reviens vous comprendre. Justement parce que les gens ont compris à un moment donné que, bon, si c'est eux, on vous laisse faire. Une république, ça reste une république. C'est vrai, les conditions ne sont pas telles que vous l'avez souhaité pour que ça soit là. Imaginez le contraste. Aujourd'hui, on dit quoi? On dit qu'avec la modification constitutionnelle, moi je ne l'appelle pas le changement constitutionnel, les gens disent qu'ils ne sont pas en phase avec ce changement, mais en même temps, ils sont dans le changement. Mais c'est cette manière de faire cette politique-là qui n'amène pas à avoir une dynamique à l'Assemblée ou au Parlement. Maintenant, quand il s'agit des autres aspects liés au vote, aux propositions de loi et au vote de loi et puis à la Chambre haute, aujourd'hui, c'est vrai que le Sénat, moi, c'est vrai, il faut que je le dise, je ne pense pas que, à mon avis personnel, je ne vois pas le dynamisme au niveau du Sénat. Bon, on considère que c'est une chambre ou peut-être qu'il est bijotivore, comme d'aucuns puissent le dire, parce que actuellement, le Sénat est important, mais l'action qu'elle pose aussi n'a pas un impact réel. Quel est le rôle du Sénat au Togo? Quand tu demandes à un enfant du coup primaire ou du chose, il ne pourra pas te l'expliquer. Maintenant, pour revenir aux fondamentaux de l'action que mène le Parlement aujourd'hui, je vous le dis, si la politique au niveau de la classe politique de l'opposition ne change pas, nous serons dans cette léthargie. Et à chaque fois, nous allons retourner pour voir, on ne va rien se faire. Mais attends, vous ne voyez rien se faire, mais les choses fonctionnent ailleurs. Oui, parce en même temps, comme Mayaba, il y a un point, j'arrive, il y a un point que vous avez touché à l'entame de vos propos. Vous disiez que l'opposition a fait le jeu de la chaise vide, oui. Donc il n'y a que les députés du parti présidentiel qui sont là. Oui. Un député a un travail à faire. Ce n'est pas parce qu'on est d'un parti qu'on ne peut pas faire de propositions de loi, qu'on ne peut pas animer le débat, qu'on est juste obligé d'être comme à l'école qui suit ou à l'église qui suit un religieux. Non, c'est vous qui le considérez. Et ils vont considérer que ce qu'ils sont en train de voter, c'est la représentation du peuple. Est-ce que vous n'êtes pas sûr que toutes les lois qui vont voter là-bas? C'est-à-dire qu'ils vont considérer que, bon, on fait 0 proposition de loi pendant 5 ou 6 ans. Parfois même, on ne les entend même pas parler. Et puis, c'est ça le travail. Oui. On est là juste adopté. Non, justement, parce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, à l'Assemblée, quelqu'un va voter contre une proposition de loi qui est faite au niveau de son parti. Ça n'existe pas. Il ne s'agit pas d'être contre, mais de faire le débat, d'animer la session. Le débat reste. Parce que quand vous voyez déjà la dynamique qui se crée au niveau de l'Assemblée, c'est quoi? Parce que d'abord même les préparations, quand vous avez ce que nous appelons, là où on prépare comment ils appellent ça? Il y a d'abord, avant d'aller à l'Assemblée, voilà, il y a des projets de loi par le gouvernement. Voilà. Ouais. Et qui doit être intégné. Maintenant, si le président de la République ou le gouvernement envoie un projet de loi à l'Assemblée, c'est sa majorité qui est là-bas. Ils analysent. Le bon sens voudrait qu'il y ait une opposition pour dire, après analyse, dire que ça, je suis d'accord, ça, je ne suis pas d'accord. Vous connaissez déjà la configuration dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On ne peut pas dire que le président de la République a envoyé un projet de loi à l'Assemblée
qui ne peut pas être épousée. Quand le président de la République vient présenter son programme, pas le gouvernement, j'allais dire, présente son programme de société à chose, mais le plus souvent, c'est épousé, puisque c'est une dynamique. Ils sont à la sorte du gouvernement. D'accord. Maintenant, Excellence, monsieur Samuel, vous savez quoi? Moi, j'ai toujours dénoncé les errances de l'opposition, les divagations, les maladresses de l'opposition. J'ai toujours dénoncé. Et surtout, l'égoïsme de l'opposition. C'est ça qui a même conduit à la modification constitutionnelle de 2002. Oui. Tout est parti de là. Leur maladresse, leur divagation, etc. Mais toujours est-il que, mais il faudrait que c'est une responsabilité au parti au pouvoir de nous définir un idéal, d'implémenter, de donner un bon exemple. On parle du Parlement, et ce Parlement doit rendre compte au peuple. Et la responsabilité de ce Parlement, la moindre des choses, c'est d'imprégner le peuple, les populations. Vous êtes là-bas, vous êtes élus par les populations. Et tout ce qu'il ressort de vous, il faut que les populations sachent. C'est une responsabilité. Et ça, l'opposition n'empêche pas le parti au pouvoir. Alors, donc, ça veut dire que l'Assemblée, le parti au pouvoir, ils sont élus par le peuple, mais ils ne sont pas là pour le pays, pour le peuple. Ils sont là juste pour des intérêts politiques, leur manière égoïste de fonctionner, de faire, parce que, je dis, c'est aberrant. Vous prenez des lois qui concerne le pays, le peuple. Et ce peuple méconnaît ces lois. Mais ça n'a pas de sens, c'est-à-dire que vous-même, vous êtes incohérent. Désolé, vous êtes incohérent. Alors donc, il faut corriger tout ça. Et encore, ça m'offusque, quand à un moment, on voit qu'il y a des acteurs politiques qui font des actions pour aller à la rencontre des populations, pour leur faire un rapport, pour leur dire ce qu'ils accomplissent comme mission au Parlement. Et encore, c'est d'autres qui les empêchent. Je vais faire allusion à ce que Mme Adjamagbo a subi dans le Nord, etc. On l'a empêché. Non, jusqu'à quand allons-nous demeurer dans ces incohérences, dans ces inconstances? Alors maintenant, quand vous, parti au pouvoir, vous pensez que c'est vous qui faites mieux, ben donnez de bons exemples pour montrer que non, que vous êtes plus élevé que les errants de l'opposition, ceux qui sont de l'opposition. Montrez que vous, c'est le pays qui vous importe. Donnez les exemples, posez les actes qu'il faut pour l'intérêt du pays. Parce que vous savez, en le faisant ici, vous amenez les populations, les citoyens à une certaine maturité, à une certaine responsabilité patriotique républicaine. Parce que lorsque le citoyen sait qu'aujourd'hui, au Parlement, il y a eu telle loi qui est votée. Voilà quels sont les effets. Voilà, etc. Automatiquement, il y a une prise de conscience. Il y a le citoyen se sent concerné par la gouvernance, etc. Ça corrige beaucoup de choses. Maintenant, si à un moment, vous estimez que vous, les députés, ou aujourd'hui, la seule opportunité qui est offerte au peuple, c'est seulement de voir la TVT, qu'aujourd'hui, les députés sont rassemblés en costume au Parlement, et puis on a vu que, bon, on a juste passé pendant 3 minutes qu'il y a telle communication, et puis c'est tout. Voilà, c'est toute la communication qui est servie au peuple, les contenus, etc. Jamais. Maintenant, si, comment vous me dites non? Allez à Tchélié, allez à Hépé, et demandez aux populations, et l'année dernière, quel est le contenu des lois qui sont votées, etc. Ils vous regarderont. Alors maintenant, Excellence, M. Kobi Yaba, si vous me permettez de chuter, et si les gouvernants pensent que, bon, peut-être, je vais d'abord parler du gouvernement, s'ils pensent qu'ils sont trop occupés par des charges républicaines, professionnelles, etc., et qu'ils n'ont pas ce temps d'aller toujours au contact des populations pour leur détailler les actions, etc., pour leur faire connaître, leur porter à connaissance. Il y a même des gens, même dans ce pays, qui ne savent même pas je vais aussi saisir cette occasion pour saluer Madame la juge, Madame Nzonou, qui depuis un certain temps a pris sur elle de faire des publications pour parler du code de procédure pénale, le contenu, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont ignorants. Et ce n'est pas leur faute, la faute des citoyens, mais c'est une responsabilité qui incombe aux dirigeants. Les lois que vous prenez, les lois, des dispositions légales, des lois que vous votez, ça vous incombe de faire connaître ça aux populations. Maintenant,
si vous pensez que vous êtes tellement occupé que vous ne pouvez pas faire, mais mettez des fonds à la disposition de la société civile, impliquez la société civile, mettez les moyens à la disposition de la société civile pour que la société civile aussi relève tout ça là au sein des populations, etc. Parce que tout ça, ça va amener les citoyens à une certaine maturité, à une certaine responsabilité, à une certaine conscience patriotique, républicaine, citoyenne. D'accord. Comme Mayaba, bon, c'est vrai, on parle de ce Parlement qui donne l'impression d'être juste là pour enregistrer et puis pour valider. J'ai commencé ce point en évoquant le bicaméralisme dans lequel nous sommes maintenant. Le Sénat, il sert à quoi? Bon, le Sénat a un rôle. Vous l'avez dit, mais il sert à quoi? Il a son mot à dire dans les projets de loi ou dans les lois qui ont été votées à l'Assemblée. Puisque normalement, le Sénat a son rôle. Lorsque la Chambre basse vote une loi, en principe, cette loi doit aller au Sénat. Le Sénat donne son avis par rapport. Eux, ils ne font pas les propositions de loi. Ils ne votent pas non plus les lois. Quand l'Assemblée vote la loi, avant qu'elle ne soit promulguée, on envoie d'abord au Sénat. Le Sénat vise et donne son avis pour voir s'il faut revoir ça avant d'envoyer ça à la présidence, enfin au président de la République pour la promulgation. Maintenant, aujourd'hui, ce que nous constatons, son rôle est beaucoup plus orienté vers ce que nous appelons les collectivités territoriales. Maintenant, comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'impact réel. Aujourd'hui, nous n'avons pas, je ne sais pas à quel moment le Sénat s'est réuni, c'est comment ça se passe, c'est mieux connu de beaucoup de personnes. C'est là, je rejoins peut-être les uns et les autres qui estiment qu'on n'a pas encore à l'étape de créer du Sénat. Aujourd'hui, la dynamique est au Bénin. C'est vrai que le Bénin aussi a créé cette chambre-là pour qu'il y ait un dynamisme, qu'il y ait un dynamisme au sein. Parce que quand vous voyez le Sénat du Bénin, vous voyez que les anciens puissants se retrouvent, les gens d'un certain nombre d'expériences en matière de la gouvernance se retrouvent, ça crée de l'émulation, ça crée de l'ambiance. Et puis, il y a des critiques, il y a des apports qu'on ajoute par rapport à ce que le gouvernement fait ou l'Assemblée fait. Donc, le Sénat n'a pas un rôle négatif. Mais sauf que dans notre cas de figure, il n'y a pas d'impact. C'est-à-dire qu'on ne sent pas de façon visible le rôle réel que joue le Sénat. Alors, pour revenir par rapport à ce que vous dites qu'il n'y a pas de communication, moi je dis, je suis d'accord qu'il n'y ait pas de communication et tout, mais la communication, parce que vous savez, à tambour battant, quand les voix sur l'autre là-bas, il doit y avoir une communication, normalement l'Assemblée où les députés doivent retourner à leur base pour leur parler et tout. Nous critiquons cela tous les jours ici, que quand vous êtes élu, ce n'est pas 5 ans après ou 7 ans après qu'il faut retourner à la base pour leur parler, puisque nous sommes ici quand vous avez un mandat, c'est un mandat du peuple. Si vous ne retournez pas pour faire le compte rendu, pour leur expliquer ce pourquoi on vous a apporté ce mandat, ça pose un problème. Je suis d'accord. Mais d'une autre part, il faut reconnaître que quand un député est élu, quand vous dites que les lois sont votées et que les gens soulèvent le main, vous ne pouvez pas imaginer qu'ailleurs ça se passe et on vous a dit que c'est un vote de défiance. On ne peut pas, le président de la République ne peut pas envoyer une proposition de loi et que son propre camp est contre. Ça, il faut que... Je suis d'accord que... Moi, je n'ai pas de contre, moi, je n'ai pas de cet aspect-là. C'est peut-être le point sur lequel... Animer le Parlement. Oui, c'est-à-dire, animer le Parlement, il y a un débat. Oui. Il y a un débat. On ne voit pas vraiment de vie. C'est l'impression que ça donne. On a l'impression d'un Parlement religieux. Non, Samuel, il faut rectifier quelque chose. Mais l'animation au sein du Parlement aujourd'hui se fait. C'est-à-dire que ce n'est pas... Je l'ai expliqué. Pourquoi il n'y a pas du dynamisme? Ça veut dire que c'est juste l'opposition qui peut créer non, pas cette pas animation. ça. Les propositions de loi, c'est le rôle des parlementaires. Le rôle des députés, c'est de faire des propositions de loi. Je suis d'accord. Maintenant, qui vous dit que les propositions de loi au sein de l'Assemblée ne se fait pas? Ça ne se fait pas. Non. Quand vous dites ça ne se fait pas... C'est une loi qui est de ce Parlement qui est là, une loi qui est de leur... initiative? Non, l'initiative, c'est vrai que... Évoquez 2 exemples, Excellence, M. Mahaba. Non, évoquez 2 exemples. Non, les exemples que je suis en train de dire, non, actuellement, je veux peut-être voter, je peux préciser aujourd'hui, c'est que la proposition de loi, c'est quoi?
C'est lorsque les députés... Les députés, Oui, je pense lui-même, il pense... il me semble. Donner des exemples. Oui. Je ne veux pas Non. la définition des propositions de loi. Je ne refuse Donne-nous pas. des exemples Maintenant, d'initiatives quand prises. les propositions de loi, c'est le gouvernement qui envoie. Le gouvernement, c'est qui? Je l'ai dit. Les projets de Oui, c'est les projets de loi. Les députés peuvent prendre des propositions de loi. Oui. Maintenant, pourquoi ils ne le font pas? Ils supposent que leur aspiration est déjà prise en compte par le gouvernement auquel il est issu. Ça veut dire que tout ce que le gouvernement envoie, bon, c'est bon. Nous, on a Non, plus pas rien c'est à bon. faire. Ils peuvent analyser dans ça, faire des amendements. Et faire des amendements. À la fin, on a nos émoluments. C'est pourquoi, je suis d'accord avec vous que c'est pourquoi, pour qu'il y ait de la dynamique, pour qu'il y ait du dynamisme, il faut créer une minorité de blocage. Il faut qu'il y ait le débat, comme vous l'avez dit. Le débat ne doit pas être orienté, puisque quand vous dites que quelqu'un ne fait pas une proposition de loi, quand on fait une proposition de loi, on trouve que ça rentre dans la feuille de route gouvernementale et que cette feuille de route c'est déjà prise en compte. Vous savez que le gouvernement a sa feuille de route, comme on le dit, mais à travers la feuille de route, ça ne peut pas permettre à un député de faire une proposition de loi. Excellence, Monsieur Samuel. Moi, je crois que à force de cette situation qui perdure, qui se pérennise, nous, acteurs de la société civile, arrivé à un moment, nous serons obligés de monter au créneau et demander aux populations d'arrêter de voter pour des paresseux. Des acteurs politiques paresseux qui viennent devant eux pendant les moments d'élection, parce que ce sont des paresseux, une fois à l'Assemblée, il n'y a pas de dynamisme et leur prérogative, parce que c'est de droit aux populations. Le vote est volontaire. Hein? C'est de droit aux populations que quand nous vous signons une mission, que vous reveniez nous rendre compte, nous dire, bon, tel moment, voilà ce que nous avons, voilà ce qui a été fait, etc. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il faut que les populations prennent conscience d'arrêter de voter pour les paresseux. Et maintenant, je crois que tout ça là, ça va changer de donne. Ça va permettre à ce que, oui, qu'il y ait du dynamisme, qu'il y ait quelque chose qui soit implémenté, parce que notre pays a besoin d'évoluer. Nous avons besoin d'avancer. Nous avons besoin de nous propulser. Et si des paresseux ne peuvent pas nous faire propulser, il faut mettre ces paresseux-là à l'écart. Et nous allons éveiller la conscience des populations à comprendre que cela relève de leur responsabilité, de savoir qu'il ne faut plus, parce que tel est de ma localité, tel est de trucs là, etc. Et donc, je dois voter pour lui. Non. Donc, il faut à un moment, que ceci ne faut pas, nous, à un moment, la société civile, nous allons monter au créneau en ce sens-là. Merci, Yao Eklonokounou, d'être passé. Merci à vous. Merci à vous également. C'est un plaisir. Merci à tous d'avoir suivi Le Monde en 7. Je vous retrouve le